Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Paqueta. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office Rewind semaine 16. Ho ho ho, c'est Noël. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ne pas oublier, maintenant on a un nouveau support technique. Vous pouvez nous suivre @ le Front Office partout sur Twitter, sur Blue Sky, sur Instagram et bien sûr continuez de venir sur Discord. On est toujours de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de football. Il y a eu encore des matchs serrés à sensation et la course pour les playoffs n'est pas encore terminée. En tout cas, aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes. Alors, dans le milieu des pronostics, on pourrait utiliser l'adage 2 salles, 2 ambiances. On a d'un côté GG. GG, comment vas-tu ? Salut Anto, salut PA, salut à tous. Écoute, ça va très très bien. Je vais pas sauver mon cas sur les pronos cette semaine puisque dernière semaine de taf oblige, je les ai tout simplement oubliés. Ça va pas faire une grande différence au classement, mais quand même. C'était ta hot text. Tu t'es dit, tout le monde va m'attendre sur mes hot textes, donc là, je vais pas en faire du tout. Ça va voilà, surprendre tout le monde. J'ai sauvé bien des parieurs avant Noël. Exactement. Et puis alors, on a pour l'instant notre champion. Il est bien installé normalement. Il devrait réussir à gagner du côté du front office en tout cas. C'est PA. PA, comment vas-tu ? Salut les gars, bonjour à toutes et à tous. Bah, écoute, ça va très très bien. T'as commencé l'émission en disant qu'on a eu pas mal de matchs, enfin en tout cas tous les matchs étaient serrés. Alors ça, si on avait enregistré le 23, parce que là on enregistre le 24, et du coup il y a eu un Saints-Packers qui était un petit peu moins serré. Il l'a oublié déjà. Ouais, comment on fait sur la scène, GG, pour que je le dégage comme tout à l'heure Ouais, en effet, c'est ça le moment. En tout cas, merci de ton intervention, PA. Bah, il a disparu, voilà. Alors, on fait un petit coucou aussi à Alex qui a la technique, qui est en régie, parce que oui, on se professionnalise. Maintenant, on a une régie, on a du budget, on a peur de rien. Et du coup, on va pouvoir commencer. Parce qu'aujourd'hui, alors on le dit quand même, c'est la fête. On enregistre, on est le 24, donc on vous souhaite déjà un bon réveillon. Alors, on sait qu'il y a plein de papas, plein de mamans, on espère aussi, qui écoutent peut-être avec leurs enfants l'épisode. Donc, les enfants, cette nuit, si vous avez été sages, vous aurez bien vos cadeaux sous le sapin. Par contre, attention, si vous avez été méchant toute l'année, ça sera pas le Père Noël, mais ça sera Doug qui viendra chez vous pour manger tous vos cookies. Et surtout, si vous lui mettez du lait, un verre de lait de vache, pas de soja de hipster, là, ou je ne sais quoi que PA doit manger avec son avoine. Bon, en tout cas, messieurs, on va passer pour cette semaine à l'employé de la semaine. Tiens, PA, vu que je te taclais gentiment, commence. Quel est ton employé de la semaine ? Moi, je suis parti sur le joueur qui va probablement remporter le rookie offensif de l'année, Jayden Daniels. Alors, personnellement, je militais un petit peu pour Bowers, le tight end des Raiders, mais c'est vrai que là, la prestation de Daniels contre les Eagles a été assez phénoménale. Alors, on va commencer par le négatif. Il a quand même lancé 2 interceptions. Une qui est plus ou moins... une qui est pour lui et l'autre qui est un peu plus pour son receveur, certes, contre une malgré tout très bonne défense normalement des Eagles, mais à côté de ça quand même 258 yards, 5 touchdowns, dont celui qui amène la victoire, donc 36-33 à quelques secondes de la fin du match, et puis à la course, encore une fois 81 yards. Il a porté l'équipe sur ses épaules pendant ce match, parce qu'il y a eu quand même énormément de turnovers, hormis ces 2 interceptions. Il y a eu 3 ou 4 fumbles récupérés par les Eagles. Donc vraiment une très grosse défense des Eagles, je trouvais, au niveau des corners, au niveau des linebackers, parce qu'ils ont forcé les turnovers. Mais malgré tout, les Commanders ont réussi à revenir dans le match. Ils ont mis dans le 4e quart-temps un 22-6. Et clairement, Daniels y est pour beaucoup, bien aidé par son équipe, évidemment, et par ses receveurs qui ont arrêté de dropper des ballons. Mais en tout cas, super match, parce que voilà, quand les Eagles étaient devant à 21-7, on s'est un petit peu dit que c'était un petit peu fini. Et puis, il y a eu la blessure de Jalen Hurts, commotion. Donc, il est parvenu sur le terrain et c'est Kenny Pickett qui a pris la suite. On a vu que c'était beaucoup plus compliqué. Et puis voilà, ils ont réussi à remonter doucement. Et puis au 4e quart-temps, ils ont vraiment accéléré pour au final gagner ce match. Ça les repositionne pas dans la division parce qu'ils ont quand même 2 matchs de retard
Donc ça va être compliqué, mais en tout cas, pour la conférence, ils ont un pied et demi, je dirais, en play-off. Donc ça, pour eux, c'est quand même ultra positif. On s'inquiétait un petit peu par rapport au niveau de jeu qui montrait sur les dernières sorties. Bon, bah là, cette victoire-là ne rassure pas entièrement, parce qu'ils se prennent quand même 33 points, mais en tout cas, valide quasiment, je dirais, une bonne saison et potentiellement la place en play-off. Donc bravo à eux, et je trouve que le rookie offensif de l'année est mérité pour Jaden Daniels, donc j'espère qu'il l'aura cette année. Ouais, moi je te rejoins totalement sur ça. Il est quand même le nouveau visage des Commanders qui vont beaucoup mieux cette année. En plus, quand même, il tape les Eagles. Et cette année, les Eagles, bah, c'est quand même un sacré morceau. Ils sont premiers de la division. Voilà, s'ils n'étaient pas à ce niveau-là, les Eagles, à mon avis, les Commanders seraient en tête de cette division. Donc voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. Il mérite clairement ce titre, en tout cas. Et il est solide. Il a eu des petits coups de moins bien, mais voilà, il a su aussi remonter la pente. Et c'est aussi ça le fait d'un grand joueur, c'est réussir quand t'es un peu en situation plus difficile, bah, de remonter la pente, et bah, il l'a fait avec sérieux, donc vraiment très bon Jaden Daniels. Puis il fait ça contre une défense un peu sérieuse, quoi. C'est là, tu vois, PA, tu faisais la comparaison avec Bowers. Bowers, il fait encore un match énorme. En vrai, en régularité sur la saison, c'est lui qui le mériterait. Mais Daniels, il a démarré en trombe, il a eu un petit trou, là, il a l'air de vouloir finir en trombe. Et en plus, il a des perfs qui se voient dans des gros matchs. Je pense que dans la tête des votants, ça compte énormément. Bah, dans des gros matchs, parce que l'équipe gagne. Ouais. Parce que Bowers fait aussi des stats contre des grosses équipes, mais c'est jamais des gros matchs, parce que les Raiders perdent énormément. Tu vois, il y a aussi cette notion-là, mais je te rejoins là-dessus. J'ai l'impression que les Commanders ont été un peu plus en prime time que les Raiders, donc on a aussi vu des choses, quoi. Ce match-là va être marquant. La Hail Mary contre les Bears, c'est marquant aussi. Donc il y a eu et ça joue beaucoup. Il y a les playoffs universitaires, on en parle pas mal avec le Iceman remporté par Travis Hunter. On parle de Iceman Moment pour remporter le trophée. En gros, des moments qui vraiment ont marqué le jury, qui ont voté après pour le joueur. Bah, Daniels, il en a eu plusieurs cette année. Donc c'est vrai que ça va forcément marquer les votants. Et pour moi, il va l'avoir cette année. Totalement. GG, ton joueur de la semaine. Écoute, cette semaine, c'est moi qui fais un peu le hipster. Je suis allé sur Andrew Van Ginkel, le linebacker des Vikings. Pour être totalement transparent, au début, j'avais mis Justin Jefferson, parce que je trouve presque qu'on n'en parle pas assez cette saison. Quand on voit les stats et ce qu'il produit sur le terrain, hein, je rappelle, il est déjà quasiment à 1400 yards, 10 TD, quasiment à 100 réceptions. Enfin, c'est un truc de malade. Mais Van Ginkel, en fait, toutes les semaines, il arrive à être productif d'une façon ou d'une autre. Là encore, cette semaine, 2 sacs, 5 plaquages. Et quand vous allez voir les stats sur l'ensemble de la saison, c'est un truc assez fou, mais il contribue dans toutes les catégories statistiques. Et je voulais le mettre en lumière aussi parce que c'est un peu la belle histoire avec Brian Flores. C'était déjà son coach quand ils étaient ensemble chez les Dolphins. Et en fait, tu te rends compte que quand un coach il peut s'appuyer sur des joueurs et sur un système qu'il maîtrise, ça aide vachement. Et en plus de ça, voilà, les Vikings, ils gagnent quand même un gros match. Hein. Ces Seahawks sont pas si simples à battre cette saison. Donc voilà, je voulais mettre Van Ginkel en valeur. PA. Ouais, je rejoins GG, c'est un des tout meilleurs, en tout cas au niveau des stats, en nombre de sacs de linebacker de la ligue, edge ou linebacker, et complètement d'accord sur le fait pour des coachs défensifs, de s'appuyer sur des joueurs, pas forcément des joueurs élites, mais des joueurs excellents, des joueurs de devoir, des joueurs, tu sais, qui vont pas te décevoir. Et Van Ginkel, c'est clairement ce joueur-là. Et on en avait parlé justement pendant le bilan d'intersaison et des Dolphins et des Vikings, parce que Alex avait du coup animé les deux épisodes, et à chaque fois il avait dit que c'était une perte pour les Dolphins et une belle plus-value pour les Vikings. C'est vraiment un super joueur. Il avait déjà montré chez les Dolphins quand même un bon niveau, même après le départ de Flores, mais là cette année il explose complètement, et puis il est bien accompagné par d'autres joueurs autour de lui. Mais ouais, super plus-value pour les Vikings, et effectivement avec le bilan qu'ils ont actuellement, lui il y contribue grandement défensivement. Ouais, j'espère qu'il sera dans le top 5 des défenseurs de l'année. Tu vois, je le vois pas faire podium, mais je trouve que ce serait une juste récompense.
Ouais, moi je te rejoins. Bah, moi, tu vois, t'avances un petit peu sur ce que j'allais dire parce que moi, en top équipe, je parlais des Vikings et je voulais mettre justement Van Ginkel en avant. Et c'est vrai que c'est incroyable, hein, les stats en tout cas pour sa saison de 45 tacles. Alors, les solos, hein, on compte que les solos. 11 sacs, un fumble forcé, 2 interceptions. Vraiment, il est partout. Il est aussi le visage. Je pense parce que là, les Vikings, cette année, ils impressionnent aussi au niveau défensif. C'est vrai qu'on parle souvent, forcément, là, entre un d'Arnold qui explose cette année, et puis bah, il y a toujours Jefferson qui attise toutes les convoitises et qui attire tous les regards. Mais ouais, Van Ginkel, il est vraiment, vraiment le visage de cette défense qui va bien du côté des Vikings et qui va fait pencher la pièce parce que quand même ça gagne les Vikings, hein, ils sont en 13-2 et c'est aussi notamment grâce à leur défense parce qu'ils gagnent souvent, il y aura une stat que je donnerai tout à l'heure, mais ils gagnent souvent de très très peu et c'est aussi grâce à cette défense qui tient et qui ne rompt pas en tout cas. On espère pour eux que ces victoires de très très peu, ça leur comment dire, ils auront un meilleur destin que la dernière saison où ils ont fait ça. Parce que la dernière fois où ils avaient Giants contre les Giants. Ouais, ils avaient perdu au premier tour contre les Giants. Ouais, en 2022, il s'était fait rouler par Daniel Jones, quasiment à lui tout seul, qui avait été en feu sur ce match. Et c'est vrai que ouais, ça avait fait mal. Mais tu vois, si on peut commencer à en parler, j'en parlerai moins tout à l'heure, c'est pas grave. Mais tu vois, les Vikings de 2022 qui gagnaient à chaque fois, parce que la stat est qu'ils sont premiers en NFL depuis 2021. Ils ont 31 matchs où ils gagnent d'une possession, seulement d'une seule possession. Et donc, c'est le plus haut total NFL. Et tu vois, en 2022, il y avait c'était exactement le même schéma que cette année, mais cette année, on a l'impression que c'est plus un petit peu, pas autant, mais plus comme des Chiefs, tu vois, ils sont un peu maîtres, c'est-à-dire qu'ils décident quand ils ont envie de gagner ou non, alors qu'en 2022, c'était, pour citer PA, c'était un peu la chatte à Dédé, tu vois, et là, cette année, ils sont un peu plus maîtres, j'ai l'impression, c'est beaucoup plus sérieux, et vraiment, ils décident quand ils gagnent ou non, et ben voilà, ça fait une belle équipe, et je pense beaucoup plus solide et beaucoup plus mature qu'en 2022. Ouais. T'as moins cette impression de pièces qui tombent sur le bon côté. Effectivement, je te rejoins là-dessus. Ouais. Et pareil, la saison justement où ils gagnent beaucoup de matchs avec peu de points d'écart, quand ils perdaient, par contre, ils prenaient des grosses tôles. Là, cette année, ils se sont pas pris de grosses tôles. Tu vois, il y a ça aussi qui change un petit peu. Ils sont dans les matchs à chaque fois, victoire ou défaite. Et je te rejoins, c'est une meilleure impression qu'il y a 2 ans, je trouve aussi. Ouais. Et O'Connell fait un travail de cinglé. Franchement, c'est incroyable. Ils l'ont mis en avant là, les Vikings sur les réseaux. Ils ont cité, c'était le premier coach à faire 2 bilans avec au moins 13 victoires en saison régulière pour la franchise. Donc, ils voulaient le souligner. Donc non, c'est bien. Il est en place et il construit quelque chose sur le long terme qui semble intéressant en tout cas du côté des Vikings. Moi, en tout cas, on en reparlera, du coup, 2 minutes parce qu'on s'est un peu bien arrêté dessus. Moi, du coup, pour mon employé de la semaine, je vais parler d'un joueur des Dolphins. Alors non, c'était pas du tout Alex en régie qui me le souffle dans l'oreille depuis tout à l'heure, mais je voulais parler de Devon Achane parce que match très bizarre entre les 49ers et les Dolphins. Ça a mis du temps, je trouve, un peu à démarrer. Donc, victoire des Dolphins 29-17. Donc face aux 49ers, mais un Achane alors qui était partout, hein, il était au four au moulin, incroyable, c'est 17 portées pour 120 yards et un touchdown, et il a fait aussi meilleur receveur de son équipe, 6 réceptions pour 7 targets et 70 yards. Donc vraiment il était partout, il était intenable, et si les Dolphins ont réussi à s'éloigner de plus en plus des 49ers sur ce match-là. Les 49ers qui font pas un match horrible, mais c'est un match, en fait, comme toute leur saison. Tu regardes les 49ers sur ce match et tu dis ouais, ça aurait pu passer, mais finalement, ça passe pas, et on sait pas, on comprend pas trop où ça va. En tout cas, là, c'est définitivement plié pour eux, pour les 49ers. Les Dolphins, et grâce à Etienne notamment, sont encore dans la course au playoff. Et du coup, voilà, je voulais souligner l'impact du joueur qui, pour moi, a vraiment porté cette équipe pour la garder dans la course au playoff encore une semaine de plus. Il y a Alex qui s'amuse depuis tout à l'heure en régie à faire apparaître des choses à l'écran. Ceux qui vont regarder sur YouTube vont se dire qu'on est très créatifs. Moi, Achane, exceptionnel, genre depuis le début de la saison, je me suis quand même posé
la question de pourquoi il a pas slidé à 1:40 de la fin et il voulait tellement son TD. Alors ça a pas eu un impact énorme sur le résultat, mais en vrai c'était pas le choix à faire, quoi. C'est pour la fantasy. Ah, bah, je pense qu'il avait une équipe où Il s'était piqué lui-même en Ouais. 1.01, il s'est dit allez. Non, en vrai, ça change rien parce que le match est quasiment plié, que je reprenne le score, tac, t'enlèves 7, mais bon. Tu prends aussi minime soit-il un micro risque que ça puisse se renverser. Alors, je pense toujours que les Dolphins feront pas les playoffs. Je pense que ça change rien à la saison des Niners. Et c'est ultra minime. Après, j'avoue, je me suis questionné. Et en même temps, il le mérite tellement. Il fait une saison, franchement, impressionnant. T'as l'impression qu'il est insaisissable. Ouais, totalement d'accord. Derrière le duo Saquon Barkley, Derrick Henry, j'ai souvent réfléchi à qui était un peu le troisième running back que t'avais envie de mettre en avant. Et en vrai, il y a pas mal de noms qui se chamaillent. Et je pense que Achane, il est dans la liste, quoi. Entre lui, entre Josh Jacobs, entre Bijan, qui est incroyable. Genre, c'est assez dingue. Ouais, et nous, la régie nous dit juste ses stats de réception sont folles à Etienne. C'est vrai aussi, hein. Pour un running back, c'est bien d'avoir. C'est cette polyvalence aussi qui fait qu'il est complètement double menace et bah, ça le prouve encore, quoi, parce que il est quand même meilleur receveur de son équipe. Derrière lui, il y a quand même Hill, hein, donc il faut quand même le rappeler. Ouais. Après, ça, je mets un petit bémol, hein. Faut voir la gueule des actions aussi, hein. C'est globalement, c'est passe de 1 yard vers l'avant, 4 blocs setup devant lui, et après, oui, il s'en sort là-dedans. Mais c'est clairement le cahier de jeu qui fait qu'il a énormément de yards à la réception. C'est beaucoup de yards après réception, d'ailleurs, parce qu'il est très très bon. Donc voilà, je tempère un peu, ce truc-là. Mais oui, il est exceptionnel quand même, et on voit que quand Tua est là, quand lui il est là, quand ses receveurs veulent bien capter des ballons, l'attaque des Dolphins, ça peut quand même être dangereuse, quoi. Tout à fait. Sur ce match-là, il représente 44% des portées / réceptions de son équipe. 17 portées et 6 réceptions. Ouais, non, mais le joueur est important, effectivement, et il a mis un peu à la cave Raheem Mostert, hein. On a oublié le joueur qui était Mostert l'année dernière, parce qu'il finit quasiment à 20 TD l'année dernière. Il disait, effectivement, c'est pas mal de screens. C'est vrai. Mais si c'est lui qui est privilégié sur les screens, c'est qu'il a aussi ce talent-là, tu vois, et que pour le coup, je pense que Mostert, ça sera la dernière saison qu'il fera avec les Dolphins. Mais ouais, c'est impressionnant. Cette année, tu as l'impression, avant, autant les années précédentes, on disait il est ultra important. Bah, on se rend compte peut-être cette année que Achane est devenu la pièce essentielle du rouage offensif avec Tua. Et attention à Achane, hein. Si à la prochaine draft, les Dolphins au 4e tour, ils tombent sur un running back qui fait le 40 yards en 4-15, Achane, on l'oublie, hein. Ouais, toujours le combine, toujours. Avec ses il servira en tant que fullback Achane dans ces cas-là. Oh, punaise. Il n'y aura aucun receveur, il n'y aura que des running backs. Nouvelle attaque. Ça peut fonctionner, hein. McDaniels peut nous créer un truc un peu fou comme ça, hein. Mais bon, il y a quand même peu de chance. Bon, le gros dossier, messieurs. GG, qu'est-ce que tu nous as concocté? Écoute, j'ai écrit le no man's land d'équipes moyennes dans la ligue. Je me suis fait un petit constat en allant voir le classement. D'habitude, quand on arrive à peu près à la semaine 16, il y a des équipes étalées un peu partout. Je trouve que cette année, la ligue, elle est vraiment coupée entre les équipes qui jouent éventuellement ou qui peuvent prétendre aux playoffs et vraiment le fond de la ligue. Et j'avoue que ça me plaît pas du tout parce que en dehors des Panthers à 4 victoires, où je trouve qu'il y a une progression dans le jeu depuis que Bryce Young a récupéré le poste, dans toutes ces équipes-là à 5 victoires et moins, c'est une catastrophe. Soit c'est un échec industriel d'une équipe, soit c'est une jeune équipe qui a pas progressé. On peut prendre la liste, hein. Les Jets, 4-11, échec industriel. Les Browns, 3-12, échec industriel. Les Jags, 3-12, échec de ouf. Les Titans, pareil. Les Riders, 3-12, pas de progression, c'était pas le but non plus, mais quand même, il y avait une fin de saison dernière qui laissait quand même attendre mieux que 3 victoires. Les Pats, allez,
t'as Drake May, mais tu pars vraiment de très bas. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux que 3-12, et je pense que le coaching staff y est pas pour rien. Et derrière, on passe de l'autre côté. Bon, à part les Niners en 6-9, accident, mais voilà, ils pourraient être à 8 victoires comme ils pourraient être à 4 victoires. J'ai presque pas envie de les compter. Les Saints, genre 5-10, ça va nulle part. Les Bears, énorme déception de cette année, 4-11, pas de progression. T'entends que Justin Fields, ça va pas, tu vas chercher Caleb Williams, tu lui mets 56 armes, tu lui mets une défense solide, il se passe absolument rien. Quand tu vois l'effectif et les résultats, c'est terrible. Les Panthers, je le disais, seule équipe où j'ai un peu de tolérance. Les Giants en 2-13, ils se cachent même plus. J'ai quand même l'impression d'avoir rarement vu en semaine 16 autant d'équipes à 5 victoires ou moins, et surtout de n'avoir quasiment personne de légitime à 6 ou 7 victoires où ça a marqué une progression. Genre les Cowboys qui sont à 7 victoires, c'est juste une saison ratée, le projet il va nulle part. Les Cards, c'est à peu près la même chose. Et tu prends de l'autre côté les Dolphins, la même chose. Les Colts, on sait pas trop. Allez, il y a que les Bengals où vraiment tu comprends que c'est un peu un coup du sort et qu'il existe un petit truc dans l'équipe, à voir où ça va, mais où t'as pas trop de doutes sur l'avenir. Mais voilà, cette ligue est vraiment coupée en deux entre équipes qui peuvent encore prétendre aux playoffs et équipes qui tankent. Mais ouais, depuis que je suis la NFL, je trouve que c'est l'année où ça se voit le plus, le tanking. Et pourtant, en tant que, à l'origine, fan NBA, je suis quand même un expert en tanking. Je peux vous dire que je sais à quoi ça ressemble quand on sort les gros véhicules avec des grosses chenilles et un gros canon. Là, très clairement, les armadas sont de sortie. PA. Ouais, c'est assez d'accord. Au début de saison, en fait, ces équipes-là, elles arrivaient à accrocher un petit peu certaines plus grosses équipes, mieux armées en tout cas. On disait, tiens, il y a quand même, on disait que c'était une ligue assez homogène cette année où ça s'accrochait. Il y avait malgré tout des victoires des équipes favorites, mais voilà, il y avait quand même des matchs accrochés. Là, quand tu regardes le bilan, en fait, c'est juste une ligue totalement hétérogène avec des équipes très faibles et des équipes très bonnes, en fait. Et il n'y a pas, je rejoins complètement Gély, il n'y a pas de juste milieu. Là où l'année dernière, il y en avait, ou les années précédentes, il y en avait encore plus, et ça se voit énormément sur les pics de draft, en fait. Là où l'année dernière, justement, des équipes qui étaient en 6-8, ils étaient relativement hauts au niveau de la draft. Là, des équipes en 6-8, ils sont 15, 16, 17. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Donc, effectivement, cette année, c'est un peu particulier. J'y reviendrai sur le tanking. Je rejoins CGG sur une équipe particulièrement. Ça sera un peu mon coup de gueule. Mais ouais, un peu bizarre. Mais malgré tout, tu vois, on parlait des Panthers. Ils ont été dans la course sur certains matchs. Il y a des équipes, malgré tout, qui s'accrochent. Et c'est là où tu attires aussi la sympathie du suiveur NFL. C'est comme ça aussi qu'il y a des fans, il y a du supporterisme qui se crée. C'est en ayant justement cet esprit de compétition, comme l'avaient par exemple les Cardinals l'année dernière. Ils ont eu une petite sympathie de la commu NFL parce qu'on savait que l'équipe était pas bonne. Mais pendant les matchs, ça s'accrochait, ça restait à une possession et demie. Là, cette année, tu as vraiment l'impression que certaines équipes lâchent et c'est un peu dommage. Et ce que je comprends pas, c'est qu'en plus, pour la prochaine draft, t'as pas un prospect générationnel qui se détache et où il faut absolument la course au numéro 1. Je suis moins expert de la fac que beaucoup de nos suiveurs. Mais de ce que j'ai compris en lisant pas mal de tweets et d'analyses de nos camarades de The Trick Play, c'est quand même que les profils vachement intéressants au premier tour cette année, ils sont surtout dans les lignes, peu importe de quel côté. Alors bien sûr, il y a toujours quelques bons QB, quelques bons joueurs sur la skill position, mais en fait, que tu sois 3 ou 6, globalement, tu vas avoir le même range de joueurs si t'es pas en chasse d'un QB absolument. Et les QB, je suis pas, de ce que je lis pour l'instant, je suis pas certain qu'on en ait beaucoup là dans cette QV, qui soient des mecs qui vont s'installer 15 ans et dont on en est sûr avant de les drafter, quoi. Donc, en fait, cette année, je comprends même pas ce tanking volontaire ou involontaire. Il y a peut-être des équipes, je vais mettre dans ce paquet les Jags, par exemple, où je pense que la saison, elle leur a plus échappé qu'une véritable volonté de tanking à la base. Vraiment, je suis déçu parce que du coup, on avance dans la saison et dès qu'on sort des équipes un peu de playoff, on se retrouve avec des matchs décevants. Moi, ce week-end, j'étais devant le Red Zone. Franchement, je me suis pas amusé devant tous les matchs. Le Riders Jaguars, qui était en deuxième partie de soirée, un
un peu à chier. Tu regardes le Panthers Cards, ok, il y a des points, et ok, t'es content de voir que les Panthers, eux, ils jouent, mais du coup, tu vois les Cards en face, tu comprends pas. Le Colts Titan, j'étais devant, je savais même pas, je savais même pas ce que les équipes voulaient faire. Je savais même pas s'il y en a une des deux qui voulait gagner, qui voulait perdre, si elle le faisait exprès, enfin. Vraiment, il y a des équipes, j'ai aucune idée d'où est-ce que ça va. Et ouais, je sais pas, je trouve que ça biaise un peu la fin de saison, et limite ça donne envie de regarder que les matchs entre grosses équipes et voir un peu ce qui se met en place pour les playoffs, quoi. Ouais, moi je suis un peu perdu. J'ai aussi cette impression qu'il y a vraiment un fossé entre les très bonnes équipes et les bonnes équipes, et puis les équipes qui sont totalement mortes. Alors, après, il y aura toujours du détail suivant les équipes, hein. Il y a eu quand même pour certaines une vague de blessures, mais bon, ça, chaque année, c'est la même. Après, on peut parler aussi peut-être de certains coachs, hein. Tu parlais des Jags. Moi, je pense que Doug Peterson, à un moment, faudra aussi peut-être couper le cordon. Du côté de Dallas, c'est aussi peut-être leur gestion catastrophique depuis des années, de se laisser dire que c'est bon, c'est une équipe de saison régulière, ça passe, et puis ça fait un petit tour ou deux de play-off, et puis ils sont contents avec ça. Ils ramassent peut-être les pots cassés de toutes ces années de non-activité finalement. Après, t'en as d'autres. Par exemple, tu parlais des Saints. Alors, c'est pas pour faire le défenseur de mon équipe de cœur, bien sûr, mais l'équipe des Saints qui avait commencé de façon tonitruante en bout de 2 semaines, c'est vu quand même voir sa fiche de blessés plus longue que le nombre d'habitants de la ville de la Nouvelle-Orléans finalement. Et puis on avait aussi un coach qui n'allait pas. Eux, pour le coup, ils ont coupé le cordon, c'est plutôt pas mal. Donc je sais pas, je pense qu'il y a des équipes, elles ont aussi des bonnes raisons d'être à ce niveau-là. Le tanking, j'ai encore du mal à le voir ou à l'accepter, j'ai l'impression, en NFL par rapport à d'autres sports, et comme tu le disais, par exemple, par rapport à la NBA. Mais je sais pas, je suis perplexe. Mais c'est vrai que par contre, je trouve que le fossé cette année entre très bonnes et très mauvaises équipes, il est vraiment considérable cette année. Ouais, parce que tu vois, sans taper sur tes Saints, j'ai pas eu le temps de regarder le résumé avant qu'on fasse l'épisode, mais quand j'ouvre les scores, quand même, histoire de me renseigner sur qui a gagné ou pas, et que je vois 34-0, t'as le droit d'avoir un match sans, de passer à travers et tout, mais ne pas être capable de faire 55 yards sur le terrain pour taper un field goal à un moment ou un autre. Il y a bien un moment où les mecs, ils ont plus trop envie de jouer, où tu comprends pas ce qui se passe. Peut-être que je vais regarder le match et qu'en fait, je vais me rendre compte que les Packers étaient vraiment ce rouleau compresseur et que c'est eux les principaux concurrents des Eagles et des Lions, peut-être, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a un petit wagon d'équipe, tu sais pas où ils vont, du coup, même les joueurs, tu sais pas trop ce qu'ils ont envie de faire. J'avoue que là, ça fait 2-3 semaines où il y a des matchs où je me dis, ok, les mecs sont là, mais vraiment parce qu'il faut être là, quoi. Pour répondre pour le match des Saints, tu vois, c'est comme certains. Tu parlais tout à l'heure des 49ers, t'as aussi, je crois, parlé des Cards, et tu vois, et les Saints. Tu prends la fiche. Par exemple, t'as pas vu le match, tu prends la fiche ESPN du résultat, le box score là où tu peux voir les résultats. Il y a aussi une chose qui est importante côté Saints, c'est, je pense aussi, on a une Alvin Kamara dépendance, tu vois, et ça joue beaucoup. Quand t'as pas Alvin Kamara pour faire tout le boulot pour toute l'équipe, tu vois la différence. Les Cards, tu vois aussi la différence quand t'as pas James Conner et puis Trey McBride qui sont à 100%, tu vois qu'ils subissent et qu'ils ne peuvent rien faire. Quand t'as pas un McCaffrey du côté des 49ers, même si t'as une armada qualitative et quantitative de dingue par rapport au reste de la ligue, tu vois qu'il y a aussi une différence. Il y a peut-être aussi ça, peut-être on appuie de plus en plus dans cette ligue, un petit peu comme au basket dans ce 5 majeur où tu avais une superstar qui portait à chaque fois l'équipe et qui a envie de changer le cours d'un match, qui le fait. Peut-être tu t'appuies de plus en plus sur ça aussi, le fait qu'il y a si t'as pas une pièce dans ton équipe, alors qu'il y a quand même 53 joueurs dans une équipe NFL, s'il te manque un joueur, en fait, les 52 autres, ils bavent sur le côté de terrain et puis ils attendent que ça se passe, quoi. En tout cas, vu les exemples que t'as cités, Anto, t'es le meilleur avocat des running backs. Ouais, parce que là, pour le coup, tu vois, c'est ça, mais tu vois, je pense que tu prends les Vikings, par exemple, t'as pas Jefferson, ça va, t'as Addison pour contrer, tu vois, mais je pense que les Vikings sans Jefferson aussi pour faire la part belle, ils sont peut-être pas à ce niveau-là non plus, tu vois.
Mais oui, pour le coup, j'ai pris les running backs, mais parce que là, pour le coup, et cette semaine-là, c'est aussi ce qui a été, je trouve, très marquant, tu vois, à ce niveau-là. Ouais. PA, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu veux nous parler de ton gros dossier? Non, le gros dossier qui va Vas-y. qui va faire un peu frissonner et faire mal. Moi, je voulais parler de la blessure de Tank Dell. Parce que déjà d'une, la blessure est assez horrible. Le genou qui explose comme ça, c'est pas très beau à voir. Ah, l'image est dégueulasse. L'image est dégueulasse, ouais. La jambe se plie d'une manière qui ne devrait pas humainement pouvoir être pliée, bon, voilà, ça fait un petit truc. Et outre l'aspect blessure, c'est niveau sportif. Les Texans sont en playoff, bravo à eux, mais là, pour y faire quoi, en fait, parce que t'enlèves une des armes principales de CJ Stroud. Il y a Nico Collins, il y a Joe Mixon, et puis ça va être tout maintenant, quoi. Alors, ils ont signé, on a eu de la chance, ils ont signé dans la nuit Diontae Johnson, l'ancien des Steelers et des Panthers et des Ravens. Ça fait quand même 3 équipes sur lesquelles il se fait virer. Bon, généralement, c'est pas très bon signe. Jurisprudence Antonio Brown, par exemple. Mais voilà, c'est dommage pour eux parce que c'est un maillon essentiel de l'attaque des Texans. C'est un joueur sur lequel CJ Stroud s'appuie énormément. Avant sa blessure, il était déjà à 98 yards et un TD, puisqu'il se blesse justement sur le touchdown qu'il met. C'est vraiment dommage pour eux. Les Texans, ils font une saison un peu pourrie offensivement, parce que défensivement, heureusement que ça tient. Mais là, voilà, ils ont validé leur ticket parce que leur division est pas bonne. Donc voilà, ils ont remporté via la division leur place pour les playoffs. Mais ça risque d'être un petit peu moins flamboyant que l'année dernière. Et voilà, ils vont faire figuration, ils vont faire un petit tour et puis ils vont être en vacances. Et c'est dommage pour eux. Et entre Diontae Johnson et Stephen Diggs, je me pose la question du premier des deux receveurs qui va insulter Stroud à la première passe qu'il va pas recevoir. Vraiment, ils sont en train de se faire une receiving room de cassos. Après, Johnson, c'est juste là pour la fin de saison, donc après, t'es pas obligé de le re-signer. Mais j'avoue que, ouais, je sais pas, je vois pas trop où ça va cette année. La ligne offensive, pour avoir regardé le match entre les deux, la ligne offensive, elle est quand même très compliquée pour CJ Stroud. Ils ont le retour d'un de leurs gardes, mais ça suffit pas. Il s'est pris une pression quand même assez monstrueuse. Alors oui, la D-line des Chiefs, on la connaît, elle est quand même très performante. Même quand il y a eu la blessure de Chris Jones au 3e ou 4e quart-temps, en tout cas, il est parvenu sur la fin du match. Ils ont eu du mal à avancer malgré tout, mais ouais, une régression quand même, je trouve, offensivement, une régression de CJ Stroud cette année. Son interception, je la trouve vilaine, vraiment, parce que la passe, elle est juste overthrow, ça passe au-dessus de Collins et c'est intercepté par safety. L'année dernière, ce genre de passe, il ne les faisait pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, je sais pas, un peu dommage et voilà, la blessure de Tank Dell, en plus comme l'année dernière, parce que l'année dernière il s'était fait les croisés, je crois, c'était aussi à la fin de la saison, donc du coup ça veut dire qu'il sera peut-être pas remis non plus pour le début de saison prochaine, donc c'est toujours un peu chiant en fait, quand il y a des grosses blessures. Alors ça va être horrible ce que je vais dire, mais autant que ça arrive en début de saison, comme ça tu es sûr de pas l'avoir pendant toute la saison et de le retrouver à peu près en forme pour le début de la saison prochaine. Là ça va faire 2 années de suite où il se blesse fin de saison, donc ça veut dire que même pour l'année prochaine, il sera pas au top ou à 100% dès le début, et c'est un peu dommage pour eux. Mais là, il pourrait déjà s'estimer heureux de rejouer, je pense, hein, parce que sa blessure, si je dis pas de conneries, c'est plus ou moins ce que Nick Chubb il a eu. C'est une luxation du genou. Donc t'as une luxation du genou, mais du coup, ça a aussi touché à peu près 99% des ligaments qu'il y a autour et dans le genou. Alors, je suis pas médecin, mais en plus, c'est quand même un profil qui va en profondeur, qui va très vite, qui était très dynamique, genre. En fait, s'il se remet pas bien de ça, il a pas ce profil big body qui protège facilement, qui gagne des 1 contre 1 en l'air, machin. Faut vraiment qu'il se démarque et qu'il explose. Et ouais, il s'était pété en plus le tibia déjà l'an dernier, genre. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et c'est pas de sa faute, hein, parce que quand t'as des fractures ou qu'on tombe dessus, c'est pas. En plus, là, c'est Collins qui lui rentre dedans sur des tracés. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir une erreur de tracé pour que les deux arrivent au même endroit au même moment. Incroyable. Mais oui, en plus, c'est son coéquipier, donc c'est. Et je souhaite pas de malheur aux Texans et ils s'en sortent très bien. Pour l'instant, ils sont 9-6. Peut-être qu'ils vont gagner des matchs en plus et ça répond pas à mon prono d'avant-saison, mais
Je leur promettais une saison plus dure que l'année dernière, même en termes de bilan. Au final, ils ont réussi à au moins égaler, ils vont peut-être faire mieux. Mais je pense comme tu l'as dit, je pense qu'en play-off, ça ira pas plus loin. Ils s'en sortent très bien parce qu'ils sont dans une division qui a été encore plus faible que ce qui était prévu. Mais vraiment, et parce qu'il y a une défense énorme. J'avoue que la défense, elle est impressionnante. Les ajouts ont directement intégré le collectif. Daniel Hunter, encore une fois, il fait une saison à plus de 10 sacs. Enfin, il y a eu des super ajouts défensivement qui ont cliqué tout de suite, malgré la perte de Greenard et d'un autre linebacker, justement. Les deux sont partis aux Vikings. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de coïncidence. mais voilà, c'est dommage, ouais. Moi, je les voyais aussi un petit peu plus haut cette année. Et on sait ce sur quoi ils vont devoir s'appuyer pendant l'intersaison. Ça va être la ligne offensive. C'est pour moi tout ce qui manque à cette équipe pour que Stroud retrouve aussi un petit peu de sérénité, qu'il arrête d'avoir de la pression en une demi-seconde après le snap et qu'ils puissent développer leur jeu offensif, parce que je ne vais pas croire que Bobby Slowik qui soit devenu d'une année sur l'autre un mauvais coordinateur offensif. Donc Ouais, non, tout à fait d'accord. Mais on en parlait avec on en parlait avec Doug sur la preview. L'année surprise a fait son petit effet, mais l'année de la confirmation, bah c'est compliqué. Les Texans, j'ai du mal aussi. Ça va aller en playoff, mais de quelle manière? Le seul point positif, c'est que ça va aller en playoff. Ça va au moins faire un match, donc c'est encore de l'expérience engrangée pour les petits jeunes. Mais au-delà de ça, je les vois difficilement passer un tour, parce que là, franchement, à chaque match, tu serres un peu les fesses pour les Texans. Même quand ça gagne, c'est pas comme l'année dernière, c'est pas aussi spectaculaire. Donc je sais pas, mais vraiment très très bizarre cette année. On espère qu'ils vont rebondir l'année prochaine et qu'ils vont remettre ça aussi tout droit. Ils seront aussi peut-être moins surveillés, parce que cette année, tout le monde les attendait aussi, faut dire. Ok, bon, en tout cas. Il y a Alex qui continue à s'amuser. Ouais, il faut suivre ce que tu as dit. Il faut pas regarder l'écran là, parce que sinon on est totalement perturbé. Moi, du coup, pour mon gros dossier, je vais aller vite, mais c'était Joe Burrow, parce que Joe Burrow, on est en première période. Petit contexte, on est en première période. Il y a 0-0 dans ce duel intra-division et même intra-État, duel de l'Ohio. L'Ohio ICO, comme dirait Alex. Première période, 0-0, on est à 7 minutes 19 en termes de temps de jeu. Les Bengals sont en first and goal, à quoi 3-4 yards de la end zone. On passe le ballon à Burrow, qui est au niveau des 10 yards. La D-line enfonce totalement la O-line des Bengals. Heureusement, Burrow arrive à s'extraire de ce marasme, mais il chute. Et juste avant l'impact de la chute, il arrive à lancer une passe, mais alors incroyable, sur Higgins, qui en end zone marque un touchdown. Donc c'était une action, allez la voir. Il y a même des photos, juste on le voit en train de chuter. Burrow, c'est incroyable. C'est une passe totalement funky, un peu à la Mahomes. Voilà, il a cliqué tout de suite. On voit le génie. En tout cas, les Bengals se sont imposés 24-6. Ils sont encore dans la course au playoff. Et Burrow nous sort une magnifique fiche, un petit 23 sur 30, 252 yards et 3 touchdowns. Il se permet même 2 petites courses, 19 yards à la course. Et il a fait une stat qui marque l'histoire de la NFL. Parce qu'on aime ça en NFL, sortir des stats et des records pour créer encore plus d'entertainment. C'est le seul QB Burrow à avoir 7 matchs consécutifs avec plus de 250 yards à la passe et plus de 3 touchdowns minimum à la passe. Donc voilà, le gars en fait est injouable, il est incroyable. Si les Bengals n'avaient pas débuté aussi salement leur début de saison, clairement Burrow il serait dans la conversation, et même plus que ça, pour le MVP. Les Bengals devrait limite, même avec ce niveau de jeu, être déjà qualifié, mais ce n'est pas le cas. Et puis, pour parler quand même de l'autre côté, on va aussi parler, parce qu'il y a eu un autre record. De l'autre côté, Myles Garrett, plus jeune joueur de l'histoire à franchir la barre des 100 sacs, et il n'a pas encore 29 ans, le bonhomme. Donc ça aussi, incroyable, Myles Garrett, l'âme des Browns, et dans cette saison un peu sombre des Browns, au moins ils peuvent s'accrocher à ça, Myles Garrett. Donc voilà.
Alex pose une question intéressante en régie. Il dit, est-ce que Joe Burrow est dans la course pour le joueur offensif de l'année? Je pense que non. Il le Ça mérite. serait mérité. Ah ouais, ça serait mérité. Ce serait mérité, mais vu que Saquon ne va pas avoir le MVP, il va falloir lui donner le joueur offensif de l'année. Donc forcément, par jeu de... Ah, de c'est ça le Pascal problème. Hein. Duncan. À partir du moment où, de toute façon, le MVP, il est lock pour un QB, bah, c'est compliqué après d'en mettre un autre en offensif. Tu as envie de récompenser un autre joueur, un autre poste. Mais c'est dommage parce que, ouais, Burrow, 100% normalement, offensive player of the year, pardon, il devrait l'avoir aussi. Hein. Et dans son équipe, Ja'Marr Chase, il mérite fort aussi. Hein, parce qu'il fait je parlais de Jefferson tout à l'heure, mais Chase, il fait une saison bien sale aussi. Mais en tout cas, pour revenir sur l'action de Joe Burrow, pour ceux qui ont déjà regardé Danse avec les stars, c'est 10 en note artistique, 10 en note technique. Hein. Vraiment, il a maîtrisé les deux sur ce coup-là. J'allais sortir un nom d'un gars de Danse, mais j'en connais pas. Donc en fait, j'allais dire Christina Cordula, mais je crois que c'est pas la bonne émission. Je suis sur une autre émission là, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle habille les danseurs, cela dit. Voilà. Il y a des chances. On fera un podcast télévision, ne vous en faites pas. Incroyable. Bon alors du coup les PA, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou pas? Ouais, juste cette action-là m'a fait beaucoup penser à celle de Mahomes au Super Bowl contre les Buccaneers, quand ils perdent ce Super Bowl-là, où tout en extension, il arrive quand même à lâcher son bras et à sortir une super passe. Bon, bah, Mahomes, c'était fini en passe incomplète, Burrow en touchdown. Mais ouais, le gainage qu'il a, c'est... Parce que nous, avec nos abdos en mousse, crois-moi qu'on le fait pas. Hein. Vraiment, on s'aplatit sur le gazon, casque le premier et terminé. Hein. De toute façon, il était dans une poche où il y avait sa ligne et puis la D-line. Moi, déjà, je sens même pas de la poche. Hein. Je cours dans l'autre sens. Voilà. Je m'en fous, ça fait un safety. On en parlait en off avant de tourner. Déjà, être quarterback sur Madden, c'est dur de lire tout ce qui se passe sur le terrain. Alors, imaginez-vous vraiment les deux pieds sur le gazon avec des mecs de 120 kilos qui font le 100 mètres en 10 secondes et demie qui vous foncent dessus. Je pense que les gens, ils s'en rendent vraiment pas compte. Ouais, tout à fait. Si tu te mets à côté de Myles Garrett, déjà, s'il se met devant toi, il te cache entièrement. Déjà par sa taille et par sa corpulence. Donc, ça déjà... Tout à fait. Bon, en tout cas, on va passer au top équipe de la semaine. PA, quelle est ta top équipe? Moi, cette semaine, je suis parti sur les Lions. Alors, parce qu'ils ont gagné un match qu'ils devaient gagner, parce que les Eagles ont perdu un match qu'ils devaient gagner. Donc, ça rajoute une petite pièce sur le fait que les Lions vont peut-être remporter la conférence. Et surtout, sur ce match-là, j'ai bien revérifié avant l'émission, il n'y a eu aucun blessé. Alléluia pour eux. Donc, je pense sincèrement que ça va être vraiment ce qu'ils vont chercher jusqu'à la fin de saison. C'est gagner des matchs, même si c'est moche. En l'occurrence, ils arrivent quand même à faire des belles actions, mais surtout d'avoir aucun blessé d'ici la fin de saison et potentiellement d'en récupérer. On parle d'Alex Anzalone qui devrait revenir pour les playoffs sur le poste de linebacker. Ça parle potentiellement de Hutchinson qui serait apte à revenir pour le Super Bowl. Donc voilà, je pense vraiment que pour eux, ça va être l'objectif pour la fin de saison. Ils vont avoir un match prenable vu l'état de l'équipe contre les Niners la semaine prochaine. Et il y aura surtout un match essentiel contre les Vikings en dernière semaine. Si les deux équipes remportent leur match en Week 17, bah, ça sera le match pour la division, pour la conférence aussi. Donc voilà, à eux de bien faire le taf la semaine prochaine. Ils vont peut-être espérer une défaite des Vikings, mais voilà, ils sont bien partis pour la remporter. Et en même temps, il y a toujours les Eagles avec une défaite supplémentaire, mais surtout les Vikings qui sont juste derrière. La saison, elle peut tourner assez salement pour les Lions en 2 semaines, malgré la saison incroyable qu'ils font cette année. Mais voilà, pour objectif vraiment probablement first seed pour avoir une bye week et aucun blessé d'ici fin de saison. Objectif rempli cette semaine. On va espérer pour eux sur les 2 prochaines semaines que ce soit la même chose. Ils ont un dernier objectif à cocher. C'est sortir au moins un trick play foireux par match. Ouais. Mais je sais pas si tu as vu ce que le trick play qu'ils ont sorti là avec la fausse chute de Goff, la fausse chute de Gibbs. En fait, il y a une vidéo qui est sortie, je sais plus si c'est sur Insta ou sur Twitter.
Les Packers ont fait ça, mais involontairement, c'est-à-dire que Love en fait a chuté et le running back, je pense que c'était Jacobs, a chuté également. Du coup, en fait, les défenseurs des Bears ils sont un peu frisés, ils savaient pas quoi faire. Et Love en fait a sorti une longue passe pour là c'était son tight end à ce moment-là et quasiment touchdown. Et en fait, les Lions ont fait ça cette année. Donc je pense que ce truc-là des Packers, c'était aussi cette année. Donc c'est-à-dire qu'ils regardent les vidéos de tous les matchs de tous les adversaires. Ils ont vu que la défense des Bears avait frisé sur cette action-là involontaire des Packers. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette action-là cette semaine. Je trouve ça incroyable, je trouve ça génial, sincèrement génial. Je fais cette petite blague-là, mais je pense vraiment qu'entre eux et les Chiefs, on va bientôt réussir à terminer avec de plus en plus de jeux, genre où tu auras des passes latérales ou du truc comme ça. Je pense vraiment que là, la créativité dont ils font preuve et ce que les Chiefs ont essayé de faire ces dernières années, c'est vraiment prochaine évolution des cahiers de jeu, quoi. Ou des passes avec une remise, tu vois, genre je pense vraiment que là, si on veut pousser le truc plus loin, ça va passer par là. Tu te rends compte, et là, Doug va être content puisque pour une fois, je vais parler de son sport, mais tu te rends bien compte quand tu regardes un match de rugby que tu peux enchaîner des passes latérales sans risquer de faire tomber le ballon tout le temps. Il suffit d'avoir deux mains à peu près normalement constituées. Donc il y a aucune raison que ça finisse pas par arriver en NFL, quoi. Bah, sur les règles du rugby, tu as quand même la règle du hors-jeu. C'est-à-dire que le défenseur n'a pas le droit d'être au niveau de la ligne de passe ou d'être derrière la ligne de passe. Là, au foot américain, à partir du moment où le ballon est snappé, les joueurs ils peuvent être n'importe où. Ouais, c'est sûr. Ça apporte quand même un danger là-dessus. Et dans un sport où perdre le ballon est ultra important, ou garder le ballon, le côté positif est ultra important, les grosses équipes pourront le tenter une ou deux fois par match. Je vois pas ça se démocratiser parce qu'il suffira de 2-3 actions un peu foirées, un peu tout ce que tu veux. On le voit parfois sur des actions en special team. Il y a des trucs qui sont parfois un peu tentés. Tu vois que ça foire. Bah, quand même, globalement, les équipes elles tentent pas, enfin, hormis des fake punts ou des choses comme ça, mais c'est pas ultra exotique quand même ce qu'ils proposent, quoi. On est régulièrement sur les mêmes types de jeux. Ouais, mais parce que les ricains, c'est pas les tacticiens les plus aiguisés du monde non plus, hein. Ouais, mais il y a des coachs qui sont quand même avant-gardistes là-dessus, et s'ils le tentent pas, c'est quand même qu'il y a une raison, quoi. Et là-dessus, si c'est amené à se démocratiser, c'est que ça sera amené par le college football. Je vois plutôt ça comme ça, tu vois, dans l'avancée en NFL, c'est que le college football arrivera à mettre des jeux en place, des trucs où on se dira, bah ouais, tiens, ça fonctionne, et que certaines équipes en NFL se diront, tiens, nous, on va tenter ça. Je vois plutôt ça dans ce sens-là, tu vois. Je sais pas, moi, je trouve que les révolutions, elles viennent toujours des grandes équipes et des grands joueurs, et du coup, voir Travis Kelce faire de plus en plus de remises, ou voir les Lions qui, en ce moment, sont un peu en top de la NFL, c'est typiquement, ouais, c'est des révolutions différentes parce que ça créait pas de, comment dire, il y avait pas plus de risque de perdre un ballon ou quoi. Mais quand tu vois un mec en NBA comme Stephen Curry qui s'est mis à shooter de toute la moitié de terrain, en fait, ça a révolutionné le jeu parce que du coup, tu revois tout le système autour. Moi, vraiment, ça me surprendrait pas qu'on en ait de plus en plus. Je te dis pas qu'on va en avoir genre un play sur deux parce que une bonne course ou une passe complétée, catchée et tu tombes, c'est très bien. Mais je pense que genre créer des situations de surnombre avec des screens où tu te retrouves en 4 contre 3 et où du coup la petite passe latérale te permet soit de fixer ou même tu fais ta fin de passe et tu gardes la balle, hein. Mais je pense que créer des situations de surnombre comme ça va pouvoir se faire. Ouais. Moi, je suis d'accord. Par contre, du coup, faut pas non plus que ça tombe dans la caricature parce que tu parlais de Stephen Curry. Aujourd'hui, il y a quand même un grand débat en NBA. C'est les shoots à 3 points. Là, ça tire dans tous les sens. C'est Verdun à chaque match, hein. En vrai, c'est un faux débat. Au bout d'un moment, t'as une action qui est plus rentable que les autres, tu le fais, point. Aux gens de s'adapter, genre, enfin. Ouais, mais est-ce que ça casse pas le rythme? T'as pas l'impression que ça casse le rythme en match? Non, bah t'as plus de possession qu'avant. Les tirs sont pris plus vite, t'as plus de possession qu'avant. C'est juste que les gens, ils voient du coup beaucoup plus la même action, donc ça les frustre. Mais enfin, tu vois, moi j'ai joué au basket, on m'a toujours dit va chercher les tirs qui rapportent des points, donc soit dans la raquette, soit à 3 points, ou des lancers francs. En soi, les gens, ils ont tendance à confondre le beau et l'efficace, tu vois. C'est hyper beau d'avoir un mec qui met un fadeaway à mi-distance à 5 mètres, les Kobe, les Jordan, les Booker maintenant. On a tous qui fait ça, on a tous ceux qui ont déjà joué au basket ou machin, tous déjà essayé parce que c'est hyper stylé. Mais en vrai, prendre un shoot à 3 points,
c'est ultra rentable. Tu vois, si tu réussis 40% de tes 3 points, genre t'en mets 2 sur 5, ça te rapporte 6 points. Tu réussis 60% de tes shoots à mi-distance, donc 3 sur 5, ça te rapporte 6 points aussi. Donc en fait, fatalement, tu vas prendre ce tir. Aux défenses de s'adapter, point. Ok. Et je pense que c'est pareil dans tous les sports. Hein. On le voit, je vais continuer les analogies sportives, mais pour ceux qui suivent le soccer, Guardiola, en ce moment, il est en difficulté parce que ce truc de passe à 10 et de passe redoublée, bah, au bout d'un moment, les mecs, ils défendent à 10 derrière. De temps en temps, quand tu te prends une contre-attaque, bah, tu perds 1-0. Les mecs se referment encore plus et ça marche plus. Et donc, faut encore évoluer. Enfin, voilà, quoi. Tout à fait. Bon, en tout cas, si vous êtes perdu dans nos débats, n'hésitez pas à lire hein, les petits messages qui passent en dessous. Alex a l'air de s'éclater. Non, mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas justement à venir en parler sur le Discord. Moi, c'est des sujets que j'adore. Hein. Même si j'adore la NFL, j'adore parler d'un peu tous les sports. Donc voilà. Je pourrais avoir de longues conversations. Et tout le monde parle même de différents sports, de différentes passions. Venez sur le Discord, c'est trop bien. Ouais, et puis si vous vous faites chier pour digérer le repas de Noël, genre 25, et il est 15-16 heures, ça commence à être un peu long. Pas impossible que je traîne sur le Discord. GG, il est sur le Discord, mais pas pour parler foot américain. Bah non, bah il y a tellement de gens qui font ça mieux que moi. Pourquoi je viendrais parler d'un truc où je regarde même pas les matchs? Non, mais c'est bien aussi de comparer les sports. Des fois, il y a différentes visions. Quand tu restes cloisonné dans un seul et même sport, c'est bien aussi de voir ce qui se fait ailleurs, finalement. Et... Ouais. Non, c'est... T'as raison, continue. En tout cas, si vous vous faites chier à votre repas de Noël, comme l'a dit GG, j'espère qu'au moins vous avez mis les écouteurs, histoire que la famille n'entende pas ça. Hein. GG va avoir des problèmes avec les familles de France, des suiveurs NFL. Du coup, moi, je vais juste prendre la main parce que vite fait, est-ce que du coup, tu parlais PA des Lions. Moi, ma top équipe, c'était les Vikings normalement. Mais c'est bien, du coup, ils ont gagné, les Lions ont gagné. Voilà, on a deux équipes en 13 victoires, 2 défaites. Juste derrière, en plus, il y a les Packers qui sont pas encore. Théoriquement, hein, si les Vikings et les Lions perdent leurs 2 matchs et que Green Bay, je sais plus les scores, gagne ces matchs, est-ce qu'ils passent devant Green Bay? Non, je crois pas. À cause du tiebreaker dans la div, les Lions ils sont à 5-0 et les Packers ils sont en 1-3. Ouais. Donc ils peuvent être mis en 3-3. Là où les Lions du coup seraient en 5-1. Bon, c'est dommage, mais en tout cas, une belle NFC Nord, vraiment incroyable, qui tient toutes ses promesses. Du coup, on en a parlé tout à l'heure. Hein, les Vikings très solides, ils vont s'imposer en plus à Seattle. C'est pas simple. Seattle qui a fait un match plutôt correct. Bon, Geno Smith, ses stats un peu compliqués, 31 sur 43, 314 yards, mais avec 3 touchdowns, mais il y a 2 interceptions. Le jeu de course a totalement été annihilé du côté de Seattle. Ils n'ont rien pu faire à ce niveau-là. Heureusement qu'il y avait JSN pour sortir un petit peu Geno Smith de la panade. Parce que pareil, Metcalf a été là, mais il a quand même été bien arrêté. Et puis de l'autre côté, Aaron Jones qui a fait le taf, 18 courses, 67 yards. Et puis Justin Jefferson aussi, 10 réceptions, 144 yards, 2 touchdowns. Le mec est incroyable, le mec est en feu. Jordan Addison, beaucoup plus timide, mais il a quand même mis son petit touchdown. Donc ça fait plaisir. Et puis après, c'est surtout côté défensif où ça a été gros. Et on en a parlé notamment de Van Ginkel. Du coup, PA, est-ce que toi, tu veux parler de ta top équipe ? C'est déjà fait, c'était les Lions. GG, est-ce que tu veux parler de ta top équipe ? Ouais, je vais faire assez vite et si ça te va, je vais même faire ma top et ma flop comme elles sont ultra liées. Fais-toi plaisir. Puisque en top, j'ai les Falcons et un peu en fait comme PA, un jeu de chaise musicale, mais j'ai les Bucks en flop équipe. Les Falcons, ce que je kiffe, c'est que ça y est, ils ont enfin assumé le truc de lancer tous leurs hauts choix de draft là, Kirk Cousins sur le banc, quarterback loser, on n'en peut plus. Franchement, les débuts de Penix, moi j'ai aimé ce que j'ai vu. C'était pas si simple comme ça de débuter en toute fin de saison. Alors ils l'ont mis face à la bonne équipe pour le faire. Hein.
Mais honnêtement, j'ai trouvé un match sérieux de sa part. Le plan de jeu était bien établi aussi, passé au sol avec Bijan. Je pense que quand t'as un QB rookie qui fait son premier match, t'as envie d'avoir un jeu au sol pour appuyer. Ils ont été sérieux. La défense a fait un giga chantier. Bon, face à une attaque de merde, hein, mais la défense a quand même fait un giga chantier. Et ils profitent d'une défaite mais horrible des Bucks face aux Cowboys. Vraiment, c'était du n'importe quoi. Ils laissent échapper un match qui va peut-être leur coûter leur saison. Je comprends pas comment tu peux manquer de consistance comme ça sur un moment aussi important. Vraiment, ouais, moi je suis pas du tout fan de cette saison des Bucks. Tu vois que heureusement qu'il y a Mike Evans dans cette équipe, même si Baker Mayfield s'est fait une bonne saison, hein, mais en attaque, ouais, il y a une dépendance. Tu parlais Alvin Kamara tout à l'heure. Je pense qu'ils sont au moins aussi dépendants à Mike Evans que les Saints le sont d'Alvin Kamara. Donc, T'es dur avec les Bucks un peu, non? moi franchement, je suis pas fan de ce qu'ils font cette année. Alors je m'attendais à un peu mieux des Falcons et je trouve qu'ils ont mis un peu de temps à s'ajuster et à réagir, mais je trouve que les Bucks, en fait, ça fait 2 saisons qui vivent un peu sur les restes de leur run, où à chaque fois, on voit à chaque intersaison, faut faire des choix, c'est dur de re-signer les bons free agents, ça bricole, ça finit par s'en sortir, mais tu vois une équipe qui se qualifie en playoff, mais en fait qui a aucun espoir, et ça, Alex en régie le sait très bien, puisque c'est un truc que je répète quasiment depuis la création du podcast. Mais moi, ces équipes qui sont dans le moyen nul ou dans le moyen bon et qui ont ni l'espoir de reconstruire ni l'espoir de gagner, c'est les équipes qui me font le plus chier, vraiment. Pour moi, les chances de titre des Bucks, elles sont genre vraiment à 0%, tu vois, même s'ils étaient premiers de la div. Là où, dans le même range de victoire, tu vois, tu me dis les Seahawks et les Rams, il y a un monde où ils enchaînent 3 matchs, ils en gagnent 3, ils vont au Super Bowl, j'arrive à y croire. Vraiment, c'est là où les Bucks, je n'y crois pas une seconde, parce qu'il n'y a pas l'éclair de génie, l'éclair de talent qu'il peut y avoir dans ces autres équipes. Tu vois, c'est assez fou, mais tu vois les Seahawks, tu dis bon bah Geno Smith, il touche plus le sol pendant 3 matchs, il a JSN qui est incroyable et il a DK qui va te faire des catchs de ouf. Ok, j'arrive à y croire. En plus, ils ont un bout de défense. À côté de ça, tu me dis les Rams, Stafford, il a déjà fait le run, il a Cup, il a Nakua, il a Kyren qui fait du boulot. La défense, elle est jeune, mais elle fait un run incroyable. Ok, j'arrive à y croire. Les Bucks, pour moi, vraiment zéro espoir. C'est un coup d'épée dans l'eau. Et je trouve que là, ils ont peut-être enterré leur saison. Ouais, bah ouais, non, mais j'entends. Moi, je te trouve plutôt sévère parce que, alors, bon, peut-être niveau défensif, et vraiment là, il joue sur les vieux briscards. C'est une défense qui vieillit quand même plutôt pas mal, mais je la trouve toujours aussi solide et toujours aussi pro, celle des Bucks. T'as Baker Mayfield qui est enfin bien installé et bien confortablement en poste de numéro 1 du côté de Tampa. Et puis le problème où ça, c'est parce que t'as eu les grosses blessures, hein, t'as eu Evans et puis Godwin, mais Evans est revenu et puis Evans increvable. De toute façon, il continuera à catcher, à faire ses milliards autant que faire se peut en tout cas. Et le problème, c'était le jeu au sol. Et ben ils ont repêché Bucky Irving là, donc qui est plutôt pas mal cette saison. Donc ouais, moi je trouve peut-être, alors, pas non plus super confiant pour les Bucks, mais je te trouve peut-être un peu dur. J'ai l'impression. Non mais ils vont peut-être gagner la div, ils ont 2 matchs faciles, ils jouent Panthers et Saints, donc peut-être qu'ils vont finir premier, mais c'est y aller pour prendre 30 points dans la tête au premier tour. Par contre, t'as dit repêcher Bucky Irving, le mec qui découvre le podcast sur ce passage-là, il va se dire « Oh, sympa les Québécois !» Ouais, non, parce que je regardais des trucs tout à l'heure sur le RDS, là, et du coup, j'ai le coureur arrière. Voilà, exactement. Non mais d'accord, non mais ça se tient. Mais en tout cas, oui, du coup, c'est pareil, là, pour la première place, c'est relancé du niveau de cette division. Il y a encore du suspense et ça va être encore jusqu'au bout. Je le dis, hein, désolé pour Doug, hein, mais j'espère que les Falcons ils vont se qualifier et pas les Bucks. Clairement, cette équipe des Bucks, je trouve que je sais pas. Franchement, c'est un robinet d'eau tiède, quoi. C'est peut-être cette saison, ça commence à s'essouffler un peu, mais j'ai l'impression que ça reste encore solide. Mais c'est peut-être aussi par rapport à la division qui est faible, d'un aspect plutôt général aussi, qui ressort
qui ressort ce côté-là fort des Bucks, ça c'est sûr. PA. Ouais, après, Buck Irving fait quand même 68 verges dans le match et en 16 portées et un touché, hein, donc non, bravo à lui quand même. on va se faire ban YouTube pour ça. mais non, blague à part, je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses au niveau des Buccaneers et sur le match. Un peu de la même manière qu'ont fait les Eagles, il y a eu des énormes jeux défensifs de la part des Cowboys. On voit l'interception qu'il y a eu dans la end zone. C'était Macmillan, je crois, qui était dans la end zone. Enfin, l'interception, elle est lunaire de la part des Cowboys. Ça arrive jamais, elle a servi sur ce match. Je sais même pas comment on peut appeler ça, l'interception / fumble récupéré instantanément par c'était Darren Blount qui fait ça sur justement. Alors c'est pas Irving, c'est l'autre, Rashad White. Enfin, il y a eu des actions défensives qui ont été assez énormes de la part des Cowboys qui ont permis de remporter le match, mais tu le joues 10 fois, ils le remportent 9 fois, les Buccaneers. Ils ratent complètement leur début parce qu'ils sont menés 10-0 après une 4e et 1 complètement foirée, l'appel de jeu est nul et du coup, les Cowboys récupèrent le ballon très haut. C'est dommage, ça les met un petit peu en difficulté parce que comme tu l'as dit, ils ont 2 matchs abordables. Les Panthers, ça sera toujours un match compliqué parce que en plus match de division et les Saints aussi, mais les Saints ont l'air d'avoir un peu plus lâché que les Panthers. C'est pour ça que je mettais plus en avant Carolina. Mais à côté de ça, les Falcons, ils ont aussi 2 matchs compliqués parce qu'ils finissent leur dernière journée contre justement les Panthers. Comme on l'a dit, ils sont bien cette année ou ils veulent finir en tout cas bien. Et les Falcons, j'ai regardé contre les Commanders, qui sont toujours pas qualifiés en play-off. Donc la division, elle est toujours pas gagnée. Effectivement, ils se sont mis vraiment en difficulté cette semaine, mais je trouve qu'ils montrent des meilleures choses que ce que montrent les Falcons. Je trouve que c'est toujours la même chose, hein, les équipes, elles peuvent mériter ou pas. À la fin, c'est le bilan qui fera foi. Mais je trouve qu'ils méritent un petit peu plus leur place en play-off que les Falcons par rapport à ce qu'ils ont montré cette année, par rapport aux nombreux blessés qu'ils ont eu offensivement, défensivement. Et voilà, c'est un tout, mais bon, après, que le meilleur gagne, je dirais, en tout cas celui qui a le meilleur bilan aille en play-off. Mais l'année dernière, ils sont allés en play-off, on n'attendait pas grand-chose. Et au final, ils passent quand même un tour et ils embêtent énormément les Lions. Franchement, pendant le match, ils ne faisaient pas les fiers, les gars de Détroit. Donc, non, c'est une équipe vraiment chiante à jouer. J'apprécie beaucoup ce qu'apporte Mayfield sur le terrain. On sent que le mec, il en veut. C'est pas le QB élite, c'est pas le mec qui aura la meilleure précision de tous les QB, mais c'est un mec qui en veut et il emmène toute l'équipe avec lui, que ce soit offensivement et défensivement. C'est quand même ultra impressionnant. Et non, il y a une âme dans cette équipe, là où les Falcons, je suis moins convaincu. Ils ont sûrement plus de talent sur la ligne. Au niveau des receveurs, ça reste à voir. Défensivement, sur certaines lignes aussi. Mais il y a moins d'âme, je trouve. Donc, voilà. De toute façon, on va regarder ça d'un œil très très neutre, puisque en cumulé, les 3 équipes que nous supportons cumulent 11 victoires cette saison. C'est moins que les Lions, c'est moins que les Chiefs, c'est moins que les Eagles. Donc très clairement, les playoffs, on va les regarder de très loin et avec un œil très très rassuré en fait, c'est apaisé. On n'aura plus à souffrir. on n'aura pas de frustration de se dire qu'on est passé pas loin, quoi. Exactement. Les équipes de bras cassés, quoi. Ah ouais, je te jure, c'est horrible. Horrible. En parlant d'équipes bras cassés, PA. Ouais, moi je voulais partir sur les Giants, on en a parlé en début d'émission, donc ça sera rapide. C'est pas tant sur le fait qu'ils sont qu'à 2 victoires, c'est que sur les dernières semaines, on parlait de tanking. Moi, depuis de très nombreuses années que je regarde, j'ai pas ce sentiment-là. Je disais en rigolant que les Browns, quand ils ont fait le 1-31 sur 2 saisons en cumulé, pour moi, ils tankaient pas, ils étaient juste vraiment nuls et très mal coachés. Là, les Giants, sincèrement, je trouve ça très visible et ça m'embête un peu. Alors, on pourra jamais démontrer par A plus B que c'est du tanking, tout ce que tu veux, mais tu sens que, ouais, là, autant, tu vois, on parlait des Saints où ça manque juste d'envie, on sent que c'est la fin de saison, et que les mecs ont plus envie, et on attend les matchs de division, parce que généralement, les matchs de division, ça nivelle un petit peu ce truc-là, où les mecs, ils ont pas envie de se faire marcher dessus par les Panthers, par les Falcons, ou par les Buccaneers, pour prendre la comparaison avec les Saints. Mais les Giants ont l'impression vraiment qu'ils s'en foutent, que les joueurs n'ont plus rien à faire de Brian Daboll. Quand tu vois les interviews, les déclarations d'après-match, les joueurs phares des Giants n'ont plus rien à foutre de Brian Daboll. Ils l'ont complètement lâché. Les mecs attendent juste la fin de la saison. Ils veulent pas se blesser, ce qui peut s'entendre. Mais là, c'est du tanking plus par le coaching staff, par le front office, par tout ce que tu veux. Et je trouve ça extrêmement gênant. Et je l'ai dit dans le Discord, je le répète là.
Mais ce qu'a fait du coup Brian Flores avec les Dolphins il y a quelques années, quand tu vois ce que le GM et le propriétaire lui avaient mis dans la tronche en disant gros, il faut que tu tankes parce que nous on veut Tua à la prochaine draft parce que c'est le premier pick de draft. Au final, il s'est avéré que Burrow était un meilleur QB et qu'il avait été premier pick par les Bengals parce que Flores, lui, n'avait pas lâché, que son équipe était ultra intéressante à voir jouer et que les joueurs étaient derrière lui. Donc voilà, je trouve ça dommage et ils vont avoir probablement le first pick, bravo à eux, ils vont prendre sûrement un QB pour remplacer Jones. Mais quelle image tu renvoies, tu vois. On parlait des Cardinals en début d'émission qui donnaient envie de regarder et de supporter un petit peu l'année dernière. Les Giants, même je pense leurs propres fans ont un peu lâché le truc et je trouve ça un peu dommage. Catastrophique. Hein. Moi, il me fait des frissons dans la colonne Drew Lock quand il joue. Vraiment, c'est... Tu sais pas quoi. Ils sont positifs ou Non, négatifs. Il me fait peur. J'ai envie de me crever les yeux, quoi. C'est juste incroyable. Mais même au-delà de Drew Lock, attends, je vais reprendre le truc, j'avais regardé, mais quand tu sais que ton meilleur joueur, c'est déjà un rookie, déjà de base, c'est un petit peu bizarre, c'est Tyron Tracy, le running back, et que tu lui donnes 7 portées, 7. C'est clairement, c'est du tanking, c'est ça, c'est que tu mets au placard tes meilleurs joueurs, et c'est ça qui me fout en l'air, vraiment, quoi. Tu fais lancer Drew Lock 39 fois. Non, mais à un moment donné, tu cherches vraiment la défaite pour être first pick. C'est là où je trouve ça embêtant. Ils allaient pas courir, ils étaient menés. Ouais, mais il y avait 0-0 à la fin du premier quart. Mais tu vois, c'est ça qui m'embête vraiment, c'est que même au niveau des stats, ça se voit, tu vois. Ouais. Visuellement, ça se voit. Tu as cette impression un peu bizarre, un peu nauséabonde, je trouve, et que tu regardes les stats, mais c'est complètement ça, quoi. Tu fais courir 7 fois ton meilleur running back. À un moment donné, c'est bon, enfin, vivement la fin de saison, on te regarde plus, tu vas perdre et basta, et on se revoit à la free agency, à la draft, c'est bien, tu auras eu ce que tu voulais, mais ça renvoie une sale image de l'équipe. Je suis pas spécialement fan des Giants, mais tu vois, je suis pas spécialement fan des Cards de l'année dernière, et pourtant, ils me donnaient envie de regarder parce qu'il y avait une âme. Eux, j'en ai rien à foutre, et franchement, l'année prochaine, j'en aurai rien à foutre non plus, parce qu'ils renvoient une sale image, et c'est dommage parce qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe. Tu vois, tu penses offensivement, Malik Nabers, c'est super ce qu'il a montré. Tyron Tracy, c'est pareil. Défensivement, leur D-tackle, il est juste phénoménal. Il y a des joueurs que tu as envie de regarder, mais l'image que ça renvoie, désolé, mais c'est juste hideux, quoi. J'ai une petite question du coup. Qui sont les plus malheureux, là, tout de suite? Les fans des Giants ou les fans des Jets? Je pense que être fan des franchises new-yorkaises, là, c'est compliqué, mais je sais même pas dans quel camp j'aurais envie d'être. Les fans d'Enix. Non, mais en vrai, tiens, il le dit, j'allais le dire justement, Alex le dit dans le chat, pour moi, c'est les Jets, parce que les Jets, beaucoup en tout cas, PA, non, je crois que non, beaucoup de gens les voyaient quand même très très haut cette année avec un nouveau visage, et là, c'est quand même la douche froide du côté des Jets. Ouais, t'as la douche froide, mais tu te dis, vas-y, Aaron Rodgers, au pire, je me le tape encore un an, il s'en va, il y a un peu de talent dans cet effectif. Putain, les Giants... heureusement qu'ils ont réussi leur dernière draft, parce que quand même, faut le dire, leur dernière draft, il y a quasi que des bons picks, mais t'as l'impression qu'ils partent de tellement loin, mais de tellement loin. Vraiment, que je regarde le classement, je vois pas beaucoup d'équipes en fait qui partent d'aussi loin, si ce n'est Riders. Les Titans. Non, parce que les Titans, on a réussi notre dernière intersaison. En vrai, je pense que tu mets un QB qui tourne là-dedans, ça va. Non, il y a une bonne défense. Normalement, là, c'est pareil, je pense qu'ils ont lâché, mais logiquement, ils ont une bonne défense, les Titans. Je te rejoins. Là où les Giants, c'est un peu pareil d'ailleurs, ils sont censés avoir une bonne défense. Mais en dehors des Riders, qui me paraissent encore plus détruits, sinon, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont en pire situation que les Giants. Je peux dire les Patriots. Les Patriots, ils ont un quarterback, mais le reste, c'est dur. T'es mute, Anto. Merci, je suis mute. Incroyable. Du coup, ce que je disais, c'est que je vais parler vite fait de ma flop équipe parce qu'on en a un peu parlé de ce match tout à l'heure aussi. Moi, c'est les Cards qui devaient normalement battre les Panthers, alors qui s'offre un nouvel élan et un nouvel espoir pour l'année prochaine. Les Panthers, c'est beau à voir, notamment du côté de Bryce Young, vraiment, c'est incroyable. Il joue plus détendu et vraiment, ça se voit, on voit la différence. Mais les Cards, vraiment, quel flop. Les Cards qui perdent ce match 30-36 face aux Panthers.
C'est surtout qu'ils sont éliminés après pourtant 4 matchs d'affilée, 4 victoires d'affilée contre les Chargers, les Dolphins, les Bears et les Jets. Ils étaient premiers de leur division. Moi, j'annonçais comme quoi ils pouvaient le faire. Eh ben voilà, j'aurais porté le mauvais œil. J'aurais fait, je crois, c'est une PA avec les Vikings en milieu de saison quand ils gagnaient tout. Je crois que tu en avais parlé, PA, et puis les Vikings ont fait leur défaite. Défaite contre les Seahawks, défaite contre les Vikings, défaite encore contre les Seahawks, victoire contre les Patriots et la défaite contre les Panthers qui scellent leur destin. Ils sont 3e de la div avec 7 victoires, 8 défaites, éliminés. Un Kyler Murray aux fraises, un Marvin Harrison fantomatique, j'ai l'impression, sur toutes les saisons, et surtout une James Conner et une Trey McBride dépendance. James Conner qui a fait son match, mais qui est sorti blessé, et puis Trey McBride qui, lui, de son côté, est passé un petit peu à côté de son match. Et on voit que quand les deux ne sont pas là, c'est compliqué pour l'attaque des Cards. Niveau défensif, c'était, je trouve, un petit peu mieux, en tout cas, des deux côtés, mais c'est vraiment au niveau de l'attaque là où ça pêche, et voilà, quoi, ils sont passés à côté. Ça sent la fin de l'aventure Kyler Murray, je pense. Enfin... Je pense que ils savent maintenant à peu près où ils en sont. Je sais pas s'ils vont encore s'entêter. En tout cas, si Kyler veut venir dans le Tennessee, très bel état, moi je suis preneur. Vous aurez Kirk Cousins, t'inquiète pas. Ah, quel enfer, si on a Cousins sous Prescott, je vais avoir mal au crâne. Ou Jones, non? Là, ce serait terrible. Oh, c'est des propositions, hein. C'est Noël, hein. Tout peut arriver. Hein. Là, ce serait vraiment terrible. Ah oui, alors tu sais, la PlayStation 5 que tu as demandé à Noël, et puis tu as une vieille mère de chinoise là, qui t'arrive avec 3000 jeux dedans, mais en fait c'est 3000 fois le même jeu. Là. C'est ça, ça peut être ça aussi. Hein. Attention. Après, sur les cartes, il y a quand même eu du mieux cette année, je trouve. Mais c'est vrai que la fin de saison, on en parlait en rigolant sur le fait de Call of Kyler Murray. Mais encore une fois, cette année, ses performances ont baissé après la sortie du jeu. Moi, j'y vois qu'une coïncidence parce que c'est une écriture. En fait, je trouve que l'ancien head coach, general manager et tout, ils l'ont mis dans la sauce avec cette histoire-là en mettant dans le contrat. Il faut que tu regardes tant d'heures de films des adversaires avant un match et tout. Je trouve ça dégueulasse de le mettre. Mais c'est vrai que là, cette année, encore une fois, c'est un peu bizarre. Et après, voilà, l'équipe a aussi un peu drop au niveau de ses performances à partir d'octobre-novembre, mais c'est dommage, parce qu'ils avaient fait un bon début de saison. C'est vrai. Non, mais c'est dommage, mais en plus, l'année dernière, ils étaient vraiment hypants à avoir joué. Là, ils ont des coups d'éclat, et puis il y a des matchs où on ne comprend pas ce qu'ils font, en fait. On ne sait pas où ils vont, et c'est brouillon, en fait. C'est brouillon, c'est ça le problème. Il y a eu quelques blessures défensivement, et surtout offensivement sur la ligne offensive, comme on a dit, comme beaucoup d'équipes, mais en fait, ces équipes-là qui sont déjà très justes en termes de talent, quand c'est des joueurs titulaires qui sont blessés, ça se voit un petit peu plus que des équipes, on va reprendre un autre exemple, mais comme les Lions, où ils ont une profondeur d'équipe qui est juste stratosphérique, parce qu'ils l'ont très bien construite aussi, ça c'est à mettre à leur crédit, mais ça se voit aussi, enfin ça commence à se voir parce qu'il y a beaucoup de blessés, mais ça se voit un petit peu moins ou un peu moins rapidement. Là où ces équipes-là, tu perds un joueur de ligne offensive, il y a tout qui s'écroule, un peu comme les Saints en début de saison, quand votre rookie, left tackle, s'est blessé. Ça s'est vu tout de suite parce que la ligne offensive, normalement, de base, elle n'est pas très bonne. Donc, voilà, Fouaga, merci. Voilà, c'est ces équipes-là où quand tu as 2, 3, 4 blessés qui commencent un petit peu à arriver sur des joueurs un peu clés, un peu importants, il y a tout qui s'écroule parce que l'équipe n'est pas bonne fondamentalement. Tout à fait. GG, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, je pense qu'on a bien fait le tour, là, on a bien tapé sur des équipes, ça soulage, on va bientôt pouvoir se projeter sur Noël tranquillement. Voilà, exactement. Du coup, on fait un petit compte-rendu des autres matchs de la semaine. Les Chargers se sont imposés 34-27 face aux Broncos. Les Chiefs ont gagné 27-19 face aux Texans. Les Ravens ont gagné 34-17 face aux Steelers. Du coup, victoire d'Atlanta 34-7 face aux Giants, victoire 34-17 des Lions face aux Bears, victoire des Bengals 24-6 face aux Browns, les Colts se sont imposés 38-30 face aux Titans, les Rams ont gagné 19-9 face aux Jets, les Commanders ont gagné 36-33
face aux Eagles. Les Panthers donc, ont gagné 36-30 face aux Cards en overtime. Les Vikings ont gagné 27-24 face aux Seahawks. Les Bills ont gagné 24-21 face aux Patriots. Beau match des Patriots en tout cas. Les Riders ont gagné 19-14 face aux Jags. Les Dolphins ont gagné 29-17 face aux 49ers. Les Cowboys se sont imposés 26-24 face aux Buccaneers. Et Green Bay a gagné 34-0 face aux Saints. Dans un match qui n'a jamais eu lieu. Ouais, exactement. Un non-match, mais bon, c'est pas grave. Et en tout cas, la NFL, c'est vous gâter hein, si vous n'avez pas eu peut-être la fameuse console que vous avez la fameuse console que vous avez eue à Noël. La NFL vous gâte, car dès demain, mercredi 25, il y a 2 matchs sur Netflix, d'ailleurs, précision. À 19h, vous aurez le Kansas City Chiefs face aux Pittsburgh Steelers. Et à 22h30, vous aurez les Baltimore Ravens face aux Houston Texans. On peut parler vite fait des 2 matchs. Messieurs, vos petits pronos, vos petits... PA, tu veux peut-être faire les pronos? Les pronos, ouais, je les fais après pour finir l'émission, parce que c'est un peu mon cadeau de Noël à moi. Mais ouais, alors, là-dessus, je dirais pas grand-chose à dire sur les Chiefs et les Texans, parce qu'ils ont remporté leur division. Les Chiefs, ils vont juste aller essayer chercher le first seed de la conférence. Et les Texans ont évité, un peu comme les Lions, les blessures. Mais cette double confrontation aura surtout cette importance pour les Steelers et pour les Ravens, qui, eux, se bataillent vraiment pour la tête de la division et d'avoir le match à domicile, le premier match à domicile. On en parlait des Texans, qui sont la 4e avec leur bilan au niveau des équipes en play-off. Là, à l'instant T, ils rencontreraient les Ravens à domicile. Donc voilà, ça peut avoir son importance, ces matchs-là, pour savoir qui des Steelers ou des Ravens devrait rencontrer les Texans s'ils finissent 4e de la conf. Donc c'est plutôt là, je dirais, l'aspect important de ces 2 matchs-là. Et puis, on a 2 matchs, l'un à 19h, donc c'est plutôt chouette, à la fin du repas du midi, parce que c'est le 25, donc on va traîner à table. Et puis 22h30 pour le repas du soir, parce qu'on va traîner à table. Exactement. GG. Ouais, je rejoins PA. Hein. C'est le Ravens Texans, c'est pour l'instant l'affiche du premier tour. Et en plus de ça, ils se sont affrontés en play-off l'année dernière. Donc là, avec l'odeur des play-offs qui arrive, je suis hyper curieux de savoir un peu la dynamique entre les 2 équipes. Il commence à y avoir un petit historique entre ces 2 franchises, donc c'est toujours intéressant. Et puis ouais, t'en parlais tout à l'heure PA, mais match en tant que d'elle, du coup, Deontay Johnson, à mon avis, ça va être un peu court pour le lancer directement dans le cahier de jeu. Voir un peu comment cette équipe-là, elle peut vivre pendant les 3-4 prochaines semaines, parce qu'on l'a vu, Deontay Johnson, aussi talentueux soit-il, c'est un peu une tête brûlée, et les Ravens n'avaient pas réussi à l'intégrer au-delà du comportement, hein, même dans le jeu, en fait, c'était dur déjà de lui donner les bons tracés, qu'il soit au bon endroit, au bon moment. Enfin, je sais pas si on s'imagine à quel point ça peut être compliqué de faire rentrer quelqu'un dans un cahier de jeu énorme. Donc voilà, moi pareil, je suis plus focus sur ce match que sur le Steelers-Chiefs. Même si le Steelers-Chiefs, je me suis souvent fait la réflexion de me dire que les Steelers étaient peut-être la kryptonite des Chiefs pour un match de play-off. Donc je suis pareil, assez curieux de voir ce que ça peut donner dans le scénario. En tout cas, comme tout le monde, petite astuce pour Noël. Si vous voulez voir ces matchs et que c'est un peu compliqué à table, même si vous aimez pas ça, gobez une huître, ça vous donnera un motif pour aller vous enfermer dans les toilettes avec votre téléphone. Et si on vous dit putain, mais l'huître gratinée, bien sûr, pour Doug. Voilà. Et si on vous dit ça fait 1 heure que vous y êtes, vous me dites ouais, mais là l'huître, je l'ai vraiment mal digérée. Normalement, dans la gestion des temps morts, de la mi-temps, machin, ressortez pendant la mi-temps, dites ah là ça va mieux, nanan, hop, vous faites un petit verre de vin, non, j'ai mal digéré, voilà. La meilleure astuce pour ces matchs. Rien que d'avoir entendu huître et huître gratinée, j'ai déjà la nausée, moi. C'est impossible, quoi. Qu'est-ce que vous mangez, quoi? Vraiment. Non, mais les huîtres avec une petite vinaigrette, incroyable.
D'accord, bah t'iras faire Top Chef, GG. Hein. On te regardera tous, hein, avec grand plaisir. En tout cas, pour moi, pareil, je pense que je vais plus m'attarder sur le Ravens texan. En tout cas, les Ravens vont bien regarder le match juste avant parce que ils veulent que les Steelers perdent, je pense, pour essayer de récupérer et sceller la tête de cette division. J'ai l'impression que les Chiefs vont tout donner parce que là, ils sont à 14-1, ils sont en train d'écrire quand même quelque chose de très très beau. Donc juste pour le fun, voir les Chiefs gagner et être en 15-1, ça me hype plutôt. Et puis bah du coup, un petit Ravens texan, difficile à lire, mais je pense que les Ravens là c'est solide. Ils l'ont montré face aux Steelers la semaine dernière. Donc là vraiment, je pense que ça va être victoire des Ravens. Est-ce que tu veux nous donner les pronos, PA? Yes. En tout cas, on est quand même gâtés parce que c'est deux matchs intéressants. Tu vois, ils nous ont pas calé un Riders-Jaguars. Rien contre ces deux équipes fondamentalement, mais bon. Là, c'est quand même deux matchs qui donnent envie de regarder, donc c'est plutôt chouette. Au niveau des pronos cette semaine, alors du coup, GG nous a fait un magnifique 0, comme il a dit, parce qu'il n'a pas pensé à faire les pronos. Même le Saints-Packers qu'il aurait pu faire avant-hier, il s'est dit, allez, quitte à ne rien mettre, ne mettons rien. Je voulais pas biaiser les résultats, avoir genre 3 bons résultats et qu'on se dise putain le mec est juste nul. Je me suis dit allez. on va faire la semaine blanche. En plus fallait que je fasse ma liste au Père Noël. J'avais vraiment pas le temps. Eh ben, t'auras donc Daniel Jones en cadeau au pied du sapin le 25. Parfait. Ne nous remercie pas. Donc Alex finit avec 9, Trey à 11, Anto à 10, Doug à 12. Ils se sont donc séparés, ces deux inséparables. Et moi-même à 11, ce qui donne donc du coup 168 pour ma part, 161 pour Doug, 160 pour Anto, 152 pour Trey, 147 pour Alex et 132 pour GG. C'est terrible. Alex, il est mauvais. T'es à 36 points, GG. Oh là, non mais Alex arrive à être mauvais alors qu'il fait ses pronos toutes les semaines. Alors, regardez le dernier de la classe là, qui tire sur ses petits camarades, quoi. J'y crois pas, quoi. Non mais oui, tu sais, c'est un peu ce truc là quand tes parents ils te demandent et machin, il a eu combien? Ah mais ça va, il a pas une note de ouf non plus. C'est ça. C'est ça. Et après, il y avait les élèves comme PA. Ouais, mais PA, il a eu 18, alors je comprends pas pourquoi tu reviens. Oula, on ressortira les bulletins, crois-moi qu'on était plutôt sur du 1,8. Écoutez, l'important c'est de s'en sortir dans la vie. Moi je vous le dis, peu importe le résultat, c'est la finalité. Hein? Oh, c'est beau. Voilà, exactement. C'est un message d'espoir pour Noël en tout cas. Mais d'ailleurs... Ouais. Mais ça veut quand même dire Wemby révise ton bac quand même, ce serait bien. Exactement. Mais en tout cas, je vous remercie, messieurs, pour cet épisode. Nous vous souhaitons, bien sûr, un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, un bon Noël, hein, parce que du coup, il y aura quand même preview et puis rewind pour les prochaines fois. Vous en faites pas. Nous restons à table. N'oubliez pas, le front office partout, Twitter, Blue Sky, Instagram, le Discord. Venez sur le Discord. Et je vous souhaite à tous encore de bonnes fêtes. Et il me reste à vous dire bonne journée, bonne soirée, bon repas, bon cadeau et vive le football.